à totalement disparaître parce qu'on ne s'en est pas emparé. Il existe des solutions pour travailler en local, du coup. C'est super important de ne pas se fier 100% à l'IA. On a gagné 80% de notre temps. Ouais. Et ça, c'est assez phénoménal, quoi. Ouais. Tout le monde, je suis ravi aujourd'hui de recevoir deux personnes passionnantes qui vont nous parler de sujets passionnants. On va démarrer une série de vidéos ensemble sur des sujets qui vont nous être développés autour de notre cœur de métier, au service de notre performance en tant qu'entrepreneur architecte. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pablo et Anaïs qui vont se présenter tout à l'heure sur la thématique de l'IA et l'IA pour les architectes. Alors bonjour, je suis Anaïs Maniabal, architecte. Je suis diplômée de l'école d'architecture de Toulouse, dans laquelle j'enseigne aujourd'hui à des étudiants ingénieurs architectes, donc double casquette. Je suis également du coup dirigeante de ma société depuis 6 ans et j'ai 11 ans d'expérience. Donc. Je suis particulièrement attirée par le fait de faire soi-même, d'où le fait que j'ai eu une expérience de 6 ans d'autoconstruction qui m'a bien formée techniquement et m'a donné une vision différente du chantier. Voilà. Et puis pour finir, je suis récemment engagée dans un projet de recherche auprès de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, mais également auprès de l'INSA, donc l'Institut national des sciences appliquées. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Philippe pour cette introduction. Je me présente, je suis Pablo Nastar, et diplômé en informatique. Je suis venu en France pour continuer mes études et continuer à me former sur l'intelligence artificielle. Et je mène le projet de IA depuis l'année 2017. Alors, ce n'était pas l'IA générative, c'était l'IA étroite, l'IA traditionnelle. Et une chose complètement différente à laquelle nous sommes habitués, notamment ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Et je viens d'une famille d'architectes. D'ailleurs, j'étais élevé par ma tante. Ma tante, elle est architecte. Et mon grand-père était architecte aussi. Oui. Donc, c'est un métier qui me touche de près. C'est un métier à qui je tiens vraiment beaucoup d'admiration, et notamment parce que je vois la passion avec laquelle vous travaillez, et ça me donne encore plus envie et ça m'encourage à développer des solutions IA pour les archis. Top, merci beaucoup. Effectivement, on est au cœur du sujet parce qu'entre archipreneurs, c'est bien ça, c'est comment est-ce qu'on a notre passion qui est révélée et comment on met en place toutes les stratégies autour de ça pour vraiment vivre de cette passion. Donc merci de ce petit coup de cœur. On voulait démarrer pour déjà vous mettre dans le contexte général sur une petite historique rapide de l'IA. Il y aurait effectivement de quoi faire des heures et des heures de podcast sur le sujet. L'idée, c'est de concentrer sur les étapes les plus importantes de cette évolution-là et de quoi on part aujourd'hui et un peu le parcours. Oui, la première chose que je voudrais vous présenter, c'est un petit récap de l'histoire de l'IA, le chemin qu'on a fait pour arriver là. Ok, on regarde ça? Allez, parfait. Merci. Tout de suite. À tout. Avant l'ère numérique, avant les cassettes et même avant la popularité des disques vinyles, il y a eu une époque où l'intelligence artificielle, connue sous le nom d'IA, est née. Souvent perçue comme une merveille contemporaine, l'intelligence artificielle s'étend en réalité sur plus de 70 ans. En 1950, Alan Turing, un pionnier de l'informatique, posa une question profonde. Les machines peuvent-elles penser ? Cela marqua le début d'une nouvelle ère technologique. En 1956, le Logic Theorist, considéré comme le premier programme d'intelligence artificielle, fut développé. Tout au long des années 1960 et 70, nous avons assisté à une montée de la reconnaissance de formes et des algorithmes avancés, posant les bases des développements futurs de l'intelligence artificielle. Avançons rapidement vers la fin des années 1990, l'Internet a conduit à une explosion de données, fournissant la matière première pour des algorithmes d'intelligence artificielle plus avancés. Cette abondance de données a conduit à un passage d'une approche basée sur la connaissance à une approche basée sur les données dans l'apprentissage automatique.
Les années 2000 ont été une période charnière qui a vu l'émergence de modèles d'IA plus enrichis et complexes, comme l'apprentissage profond. Dans les années 2010, nous avons vu l'intelligence artificielle devenir une partie de la vie quotidienne, y compris l'intégration d'assistants virtuels comme Cortana et Siri dans les produits. D'ici 2021, l'intelligence artificielle générative a pris le devant de la scène. Cette forme d'IA peut générer du contenu écrit, visuel et auditif à partir de données historiques, apprises et nouvelles. Cela a marqué le début d'une interaction plus personnalisée et humanisée avec la technologie et la création de nouveaux modèles d'IA. Transformateur génératif préentraîné, ou GPT, est un réseau neuronal et un modèle d'apprentissage automatique inspiré par le fonctionnement du cerveau humain. GPT génère du contenu à travers un langage conversationnel naturel. DALL-E, un modèle d'intelligence artificielle qui génère des images à partir de descriptions textuelles, comble le fossé entre le langage et l'art visuel. Whisper est un système de reconnaissance vocale automatique entraîné sur un vaste ensemble de données multilingues et multitâches supervisées collectées sur le web. Ces avancées en intelligence artificielle ont ouvert de nouvelles possibilités, y compris Microsoft Copilot, un outil de productivité alimenté par l'IA conçu pour améliorer votre vie quotidienne. Il exploite la puissance de l'IA pour augmenter la productivité, libérer la créativité et améliorer la compréhension grâce à une expérience de chat simple. Et non seulement Microsoft Copilot peut vous assister tout au long de la journée, mais avec la puissance de DALL-E, il peut créer des images à partir des instructions que vous lui donnez. Depuis l'étincelle de curiosité qui s'est allumée dans l'esprit de Turing, jusqu'à l'innovation des outils d'IA d'aujourd'hui, nous avons effectivement parcouru un long chemin et ce n'est que le début. Alors que nous continuons à explorer l'intelligence artificielle, il est crucial que tout le monde comprenne les bases. Comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne nous permet d'exploiter tout son potentiel, favorisant l'innovation et le progrès. Merci pour cette super présentation très synthétique et qui nous permet d'avoir les idées claires par rapport à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, la question c'est où on en est. C'est quoi le point de départ à aujourd'hui, donc au moment où on fait cette vidéo ensemble, donc en mai 2025, ça passe vite déjà. Voilà, c'est quoi l'état aujourd'hui pour... L'état des choses, le contexte, le constat, la situation. Bon, l'IA générative, il vient de naître. Parce que juste avant, on avait l'IA traditionnelle, vous le savez bien, comme vous avez vu sur la vidéo, et on était un peu limité. Aujourd'hui, avec l'IA générative, une découverte qu'ont fait des scientifiques chez Google, 8 scientifiques, ils ont fait une découverte, ils ont créé des transformers, c'est des modules qui permettent de transformer les mots en chiffres et de vectoriser des données. Grâce à cette découverte, on a pu commencer à concevoir des solutions d'IA générative. Et c'est tout nouveau. Vraiment, nous que nous sommes professionnels spécialisés dans le domaine de l'IA, des fois, nous n'avons pas les solutions. Des fois, nous ne comprenons même pas comment ça marche, certains types de choses. Parce que ça évolue très très vite. Ça s'évolue très très vite. C'est un contexte, un écosystème très dynamique et qui ajoute des mises à jour, des updates tous les jours. Des fois, quand je donne des cours, je donne un cours et la semaine suivante, le cours n'est plus le même. Donc voilà, ça reste toujours un sujet très intéressant. Ça reste un outil très puissante qu'on doit se approprier et pour continuer l'évolution, pour continuer notre évolution en tant que professionnel et en tant que société aussi. Ouais. Bah, c'est effectivement le cœur du sujet, donc l'IA aujourd'hui qui est notre sujet de débat, mais on en verra d'autres. Et pour l'IA, pour nous, tu l'as dit très vite, c'est quelque chose qui évolue, qui est en train de métamorphoser nos métiers, mais la société de manière générale. Et on est convaincu qu'il vaut mieux faire partir du train. Il vaut mieux aujourd'hui s'investir, comprendre comment ça fonctionne et voir dans quelle mesure ça peut être bénéfique pour notre vie, notre profession, plutôt que de le subir et
effectivement d'être dans un risque, dans un moyen court terme peut-être même, ça évolue tellement vite, à totalement disparaître parce qu'on ne s'en est pas emparé. Donc c'est effectivement dans cette typologie qu'on fonctionne. Et à ce sujet, du coup, Anaïs, toi, ça fait déjà quelques mois, quelques années que tu t'es investi aussi sur ce sujet-là. Oui, tout à Tu fait. peux nous faire un premier retour déjà de ces usages ou de la vision que tu as par rapport à ça? Oui, je partage vraiment le fait de... Il y a une question d'appropriation, mais il y a aussi une question de posture, en fait, en tant qu'architecte. Est-ce que j'utilise cet outil-là? Pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise? Puisqu'il y a plein de manières, comme c'est nouveau, bien sûr, il y a plein de manières de faire. Moi, je suis vraiment partie dans l'idée, j'ai une petite structure, donc j'ai besoin finalement de gagner du temps ou d'être plus efficace sur certaines tâches qui ne sont pas le cœur de mon métier. C'est-à-dire toutes les tâches satellites autour du métier d'architecte, que ce soit le sujet administratif ou des sujets autres. De gestion, de fonctionnement. Exactement. Et donc je me suis dit quelles sont les tâches finalement qui sont un petit peu répétitives, où je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée en tant que personne et qui pourrait être rédigée par exemple. Voilà. Donc essentiellement les comptes rendus de chantier, ça c'est une première chose qui pour moi est une tâche qui est quand même très longue et qui pourrait être optimisée, on va dire, sachant que c'est toujours moi qui donne le contenu, c'est toujours moi qui gère mon chantier en fait, qui est à la tête de l'ensemble, mais pour rédiger les éléments, et ben finalement je passe par un système où je dicte et ça va se rédiger. Alors on vous montrera, Pablo fera une démonstration tout à l'heure pour que ce soit un peu plus concret. Mais bon, le compte rendu. Mais tu as un assistant en fait virtuel qui fait ta saisie comme si tu avais quelqu'un avec toi qui le faisait en parallèle de l'activité. Donc effectivement, quand tu sors du chantier, tu as quasiment ton compte rendu qui est prêt, qui peut partir. Exactement. Il suffit juste de transmettre la donnée en fait, et donc le vocal c'est la manière la plus simple de le faire. Mais en effet, c'est transmettre une donnée pour que l'assistant puisse rédiger. Même chose pour par exemple certaines notices qu'on peut réaliser par exemple pour des permis de construire. Là, c'est le même principe. Du coup, on dicte et on a la notice à partir d'une trame existante. Il peut nous rédiger la notice. Donc, ce sont des petits éléments. On sait le faire en tant qu'architecte. C'est vraiment juste. C'est pas là en fait où on apporte vraiment une vraie plus-value. Oui, et sachant que ta plus-value elle y est toujours parce que c'est toi qui donnes le contenu. Voilà. Donc c'est vraiment un assistant là qui fait de la rédaction rapide et qui déjà pré-mâche, qui te corrige les fautes, qui fait les trucs tout prêt. De même pour l'analyse de documents, par exemple les analyses de PLU. Il y a beaucoup de données et donc du coup ça permet d'avoir peut-être un résumé de ces éléments. Donc là aussi on aura une démonstration tout à l'heure. Top. Troisième point quand même qui est très important puisqu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est les images avec l'IA générative. Les rendus. Oui, les rendus. Et donc voir comment finalement être plus performant et plus efficace sur nos rendus, améliorer la lumière et la qualité de nos rendus. Dans l'idée, c'est vraiment l'idée de toujours s'améliorer. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de pouvoir donner à nos clients le meilleur de nous-mêmes, le meilleur service et voilà, d'être performant dans nos réalisations. Ok, top. Hâte de voir tout à l'heure quelques simulations. Et puis, ça me fait remonter plein de sujets éthiques et autres. On en discutera tous les trois après. Et notamment une notion qui me paraît importante puisque il me semble qu'effectivement l'IA a vraiment de son sens dans cette notion que tu as évoquée. C'est comment est-ce qu'elle est à mon service, comment elle me fait gagner du temps justement dans tout ce qui n'est pas mon cœur de métier, ma passion, etc., pour que je sois plus performant, que ça me libère mentalement et du temps pour passer plus de temps sur ma créa ou en relation avec mes clients et être présent sur les chantiers. Et à ce stade-là, on a peut-être aussi un raccourci que l'on entend souvent aujourd'hui dans les discussions, c'est de se dire que l'IA peut tout faire effectivement en un quart de seconde et on oublie que ça doit passer par un stade d'apprentissage, d'éducation de l'outil lui-même, mais aussi de notre propre formation à nous, etc., pour pouvoir l'utiliser, et que c'est en plus quelque chose qui est sans fin, en fait. C'est de l'auto-formation perpétuelle, et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est important d'intégrer, et je pense que tu vas pouvoir nous merci là-dessus. Merci Philippe de l'avoir mentionné. C'est justement ça. On doit s'investir personnellement et pour consacrer du temps à étudier, à pratiquer, à mettre en place des solutions IA adaptées à notre flux de travail, parce que c'est la seule chose qui va nous permettre
obtenir de bons résultats. Et notamment... C'est les bonnes questions donnent les bons résultats, en fait. Exactement, c'est les bonnes questions. Le prompt, hyper important. Comment on fait un prompt efficace pour que la machine puisse comprendre l'intention, les objectifs et la tâche à faire. Ouais. Et aussi, il faut alimenter la machine, il faut alimenter l'algorithme avec des données de qualité. Si on lui donne des données qui ne sont pas qualitatives, bon, les réponses ne le seront pas. Elles ne seront pas non plus. Ouais. Mais en fait, on est à la fois pas très loin du monde réel ou traditionnel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, effectivement, là, mais c'est ce qu'on se disait un peu quand on préparait cette interview ensemble, c'est que dès le moment où, par exemple, on veut déléguer une tâche à un collaborateur, une collaboratrice, on doit passer par ce stade-là de lui montrer ce qu'on attend d'elle et quel est le modèle, de quel niveau de qualité, niveau de performance qu'on veut obtenir et quel niveau de compétence aussi on lui donne pour acquérir ça. Donc, effectivement, on arrive facilement à retransposer cette exigence à travers un outil qui est virtuel, mais qui va nécessiter les mêmes impacts. Oui, parce que moi, sur mon témoignage, j'ai vraiment... certes, je l'utilise et je commence à gagner un peu de temps, mais j'ai passé énormément de temps à mettre en place les choses, à comprendre le fonctionnement, parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui se comprend si rapidement, c'est vraiment un autre domaine de compétences. Ça va bien au-delà de juste maîtriser un peu l'informatique. Donc du coup, il faut comprendre le fonctionnement, la logique, qui est une logique complètement différente de celle qu'on utilise habituellement, et intégrer ça. Donc ça prend du temps, et du coup, il faut en effet accepter d'investir son temps, du temps là-dessus. Pour effectivement en récolter après. Et surtout, il me semble que dans ces propos, l'idée c'est, que ce soit le sujet sur l'IA ou d'autres sujets, c'est de bien avoir une conscience de ce qu'il en est, ce qui est possible ou pas possible, de voir comment ça fonctionne et quels sont les acteurs. Mais bien sûr, derrière, il y a des applications ou des modèles qui vont nécessiter forcément de passer par des professionnels, comme Pablo par exemple, parce qu'effectivement, on passerait trop de temps à les développer. L'objectif, c'est plutôt de se faire bien accompagner, mais de comprendre les enjeux et d'être capable, encore une fois, de demander les bons outils ou les bons fonctionnements qu'on a besoin, qui sont propres à nos agences, quoi. Voilà. Oui, sachant qu'il y a certaines IA qu'on peut s'approprier et vraiment travailler nous-mêmes avec un certain outil, puisqu'il y a de nombreux outils sur le marché. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas à notre portée, en fait, qui nécessitent du coup le professionnel derrière qui va pouvoir développer et mettre à jour régulièrement la solution. Oui, notamment les solutions d'automatisation, comme Make, N8N, etc., qui peuvent nous servir à rédiger des comptes rendus ou à auditer des bâtiments de manière quasi automatique ou automatique, semi-automatique. Mais par contre, le temps consacré à développer une solution de cette ampleur, et ça demande, c'est beaucoup. Oui. Et surtout des compétences pour le faire. Donc c'est effectivement, c'est pas l'objet de l'architecte aujourd'hui de pouvoir développer. Absolument. C'est plutôt de se faire accompagner pour le faire. Absolument. On a assez de choses à faire, les architectes. Oui, je crois. Je crois que oui. Et puis voilà, on se rappelle que l'idée, c'est in fine de rapporter du temps vers notre cœur de métier. Donc voilà. Ou alors on a une passion qui se découvre pour l'IA et on devient architecte. Pourquoi pas de l'IA, effectivement, informatique. Mais voilà. Mais bon courage, il y a du taf. Justement, là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus concrètement dans le sujet, en tout cas de faire des focus, parce qu'on ne va pas forcément tout aborder. Est-ce que Pablo, du coup, tu peux nous citer quelques exemples concrets d'applications qui pourraient fonctionner là, assez rapidement à notre échelle, sachant que je crois que tu as prévu de nous préparer une liste un peu plus exhaustive qu'on mettra à disposition, donc elle sera sûrement en téléchargement là, en PDF, vous l'aurez à l'issue de la vidéo. Voilà, l'idée d'avoir un état de l'art un peu de ce qui est possible. Oui. Notamment, on vous laissera la liste, mais il y a des solutions qui sont sur lesquelles on obtient un retour over investment, sur l'investissement plus rapidement. C'est notamment sur la gestion des mails, la gestion documentaire et la synthèse des documents. Ok. Aussi. Donc, si vous êtes d'accord, je vous ferai une démo. Ouais, top. On regarde ça ensemble. Allez, c'est parfait. Bon.
Regardez, là, je suis sur mon espace ChatGPT. Sur le côté gauche, on peut voir des éléments qui s'appellent des assistants. J'ai cliqué sur mes GPT et j'atterris sur la boutique. Cette boutique, les utilisateurs ils peuvent publier ces assistants. Quelle est la différence avec un GPT? C'est qu'un assistant, ça sert à automatiser les tâches répétitives d'une certaine façon. J'ai cliqué sur créer. En fait, tu le spécialises, quoi. En fait. Je le spécialise parce que c'est Mmh. des choses que je fais assez souvent. Voilà, je le spécialise. J'ai cliqué sur créer et je lui ai collé un prompt que j'avais préparé. Je souhaite créer un assistant capable de rédiger des comptes rendus de chantier. L'objectif est de ne perdre aucun détail et de formaliser le résultat de manière efficace. Voilà. Donc il a commencé à me proposer à me faire proposition de nom. Après, il me fera une proposition d'image, pour l'image du profil de mon assistant. Soit on peut le demander de créer une image avec le nouveau moteur générateur d'image 4O, ou bien on pourrait télécharger notre logo. Pourquoi pas? Ah, c'est apparu là. Oui. On continue et on met à jour le GPT et on attend quelques instants. Regardez ici sur le côté droit, on a des amorces de discussion qui nous permettront d'y aller encore plus vite. Dès qu'on ouvre notre GPT, on a des amorces de discussion que c'est des boutons avec lesquels on pourra... c'est des raccourcis en fait. C'est des raccourcis. Et du coup, tu fais tout en français? J'ai fait tout en français. Ok. Non. Oui. Bon, je suis pas... je cliquais sur l'onglet configurer, on voit le nom, la description et le prompt, mais ce prompt-là, c'est pas satisfaisant, c'est pas le prompt de ma préférence. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça et je vais le remplacer pour un autre prompt que j'avais préparé. Voilà. Regardez, là, je colle. Voici le prompt. Là, j'ai défini un objectif, je lui ai donné un rôle, je lui ai donné un contexte. Donc, encore une fois, tu lui donnes plus de matière pour à la fois avoir une vision plus claire de ton objectif et de la manière dont il a envie, dont tu as envie qu'il procède pour avoir un niveau d'exigence plus important. Oui, et ça sert à ça. Vraiment, un prompt doit être bien structuré et bien défini pour obtenir de bons résultats. Sur le côté gauche, je vais cocher tous les cases pour accéder à la recherche sur la web, le modèle Canvas qui va nous permettre de faire des éditions en live à chaud et aussi un interpréteur du code. Je clique sur créer, je clique sur les options de partage pour cet exemple, tous les utilisateurs avec le lien et je peux ensuite voir mon GPT en live. Ça nous a pris combien de temps? 3 minutes. Ouais. C'est plus rapide que de former quelqu'un, effectivement. Oui. Donc on a notre premier jet. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle final, mais c'est un bon point de départ. C'est la structure principale. C'est la structure principale. Le prochain outil, c'est l'assistant qui va nous aider à rédiger des mails. Comme on a vu tout à l'heure, il faut cliquer sur le store GPT, après on clique sur créer et on commence à discuter avec cet assistant qui va nous aider à créer notre assistant. C'est une IA qui crée une IA. Là, maintenant, je veux créer un assistant qui rédige des mails à ma place. Bon, on le laisse réfléchir, on choisit le nom, on génère une image de profil. Jusque-là, c'est la même chose. On met à jour le GPT et on passe à l'édition. Ok, on va éditer le prompt pour coller un prompt qui était déjà travaillé. Ok,
Sur The Prompt, la différence, c'est qu'on a défini le ton, le style. Ouais. Voilà, Ouais, parce pour que qu'il là, soit collé effectivement aux valeurs et l'habitude que tu as de rédiger des mails d'habitude. Ouais. absolument. Et la personne à qui on s'adresse. Parce que Et oui. forcément, on ne va pas utiliser En le fonction même ton. aussi ouais. effectivement, des types de mails, sont pas Oui. forcément, on n'utilise pas forcément le même ton, les mêmes voilà, tournures Ouais. de phrases par rapport à ça. Ouais. Absolument, c'est quelque chose qu'on cherche. Déjà, il est détaillé sur le prompt, qu'il doit s'adapter au ton et au style du message original. En fait. Mais d'un autre côté, je lui ai donné une personnalité. Parce que j'enregistre toutes les conversations, toutes les discussions que j'ai, toutes les réunions que j'ai sur Teams, je les enregistre. Donc, j'ai fait une extraction de ça et j'ai entraîné un modèle qui a identifié mon ton, mon style, et les traces de personnalité. Voilà. Et grâce à ça, j'ai pu entraîner mon GPT assistant de réponse aux mails. Ok. Donc, il parlera, il répondra comme si c'était moi. Ok. C'est l'idée. Allez, on continue. On publie ça. OK. Et là, j'ai fait un test et on voit que ça marche. Ok. Donc tu colles effectivement le message que tu as reçu Oui. et en retour, tu fais une proposition Oui, de réponse. Oui, pour l'instant, comme ce n'est pas complètement automatisé, je dois faire un copier-coller. Voilà, parce qu'effectivement, c'est là où la puissance des outils fait que tu pourrais le chaîner avec ta boîte mail et aller lui-même chercher automatiquement ce mail, c'est ça, et répondre et te faire une proposition. On pourrait le connecter. C'est quelque chose que personnellement, je le fais pas, mais on pourrait le faire. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que les types de données qui se transfèrent. Et oui, donc ça revient effectivement à des questions de fond dont on évoquait aussi tout à l'heure sur les enjeux effectivement éthiques et autres de ces questions-là. Donc on en parlera. Oui, on en parlera, on abordera ce sujet-là. Anaïs, est-ce que tu as des questions? Non, justement, je voulais rebondir sur ça, sur la confidentialité des données, des noms, quand on a une structure qu'on ne veut pas communiquer, justement. Et puis, moi, pour un témoignage de ma manière d'utiliser le mail, ça me sert essentiellement quand il peut y avoir sur des chantiers des choses qui sont déplaisantes ou un peu tendues. Dur à dire, etc. Voilà. Trouver la bonne tournure pour que la personne le reçoive de manière correcte en face. Et du coup, ça apaise les tensions. Qu'il n'y ait pas l'émotion, en fait, qui soit mélangée. Ouais. C'est incroyable. Ça, pour le coup, ça marche vraiment bien. Enfin, moi, ça m'aide vraiment à écrire les choses de manière très très correcte, mais tout en faisant passer le message. Le bon message. Ouais, c'est de la communication. Ouais. Oui, exactement. Et ça enlève le stress aussi. Oui, en fait, le mail, on va le rédiger beaucoup plus vite, parce que sinon, ça, c'est typiquement un mail qu'on va rédiger 3 ou 4 fois. Ouais. On va attendre, on va le relire, on va dire, est-ce que ça va être bien perçu? Envoyer à chaud, ça va vite faire une catastrophe. Exactement. Donc, effectivement, il vaut mieux laisser du temps. Et là, c'est le fameux temps qui est gagné, parce que il a appris tout seul à avoir les bonnes tournures. Ok. Top. Et là, on continue. Oui. La troisième et dernière étape de la démonstration, de cette démonstration des assistants. On avait créé le compte rendu de notre assistant, compte rendu de chantier. On ne l'a pas testé. On a créé notre assistant de réponse, rédaction de mail. Bon, on a testé très superficiellement. Mais là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les connecter. Je vais les faire dialoguer. Je vais faire dialoguer dossier. Regardez. Je prends mon compte rendu de chantier. Je le demande de structurer le compte rendu. OK. Donc, il me pose forcément des questions. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais coller une transcription de mon compte rendu. Pourquoi une transcription? Parce que au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré un audio. Ouais. Voilà. Sur site, tu as enregistré directement. Sur le site, j'ai enregistré direct avec les interlocuteurs, parce qu'ici, on a 2 speakers, 2 interlocuteurs. Et grâce à un outil IA, on peut labelliser, créer des étiquettes pour chaque speaker, et ensuite nettoyer l'information. Ok, donc il a une sorte de reconnaissance vocale, et il sait identifier les différents types d'interlocuteurs. Oui, oui. Donc là, je prends
le résultat en format texte, je le colle sur mon assistant compte rendu et regardez. Il a commencé à Donc, rédiger le compte rendu. Il vient le caler au bon endroit. Oui. Et est-ce que tu peux lui donner une forme du coup, si par exemple tu veux le mettre sous forme de tableau pour reprendre Oui, le tableau habituel que tu as dans Oui. ton agence? on peut le faire. Et on peut lui dicter du coup quel type de colonne on veut, qu'est-ce qu'on veut dans chaque colonne, par Oui. exemple une colonne date, date à venir. Oui. On peut le connecter à un planning. Oui, 100%. Ok. Et là, voyons ce qu'il fait. OK, on a la réponse. Ce que je ferai ensuite, c'est je vais taper un arrobas pour Le connecter. connecter, oui, à mon assistant mail, pour invoquer l'assistant mail. Je clique en arrobas, j'ai sélectionné mon assistant de la liste. Et là, je vais lui demander, voilà, je souhaite maintenant que tu prépares un mail pour communiquer de manière polie les informations, etc. On revient au code de langage. Oui. Je clique OK et c'est fait. Le potentiel de connecter des outils, des assistants Entre eux. entre eux, c'est énorme. C'est une pratique, c'est quelque chose qui est pas si étendu. Moi, Ouais, clairement. C'est la première fois que je l'entends. C'est hyper puissant. Est-ce que vous avez des questions? Plein. mais effectivement, donc là, on est sur une typologie d'assistants autour de la donnée et de l'écriture, effectivement, etc. Qui aujourd'hui, j'ai encore eu l'exemple la semaine dernière, un jeune stagiaire qui était à l'agence qui a une vocation pour l'architecture, mais qui s'est rendu compte sur la semaine qu'en fait qu'on passait plus de temps à écrire qu'à dessiner en fait en tant qu'architecte aujourd'hui. C'est entre les mails, les pièces écrites, etc. C'est un truc de fou. Et donc on voit voilà ce type d'outil, l'impact que ça peut avoir en termes de gain de temps sur une semaine de travail, c'est assez hallucinant. Donc il faut effectivement passer du temps à se le personnaliser, à l'alimenter, mais derrière c'est très puissant quoi. Oui. Du coup, toi, par rapport à cette démonstration sur le compte rendu, c'est à peu près de cette manière-là que tu l'as développé aussi, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, D'accord. c'est vraiment dictée et retranscription et ensuite mise sous forme de mise en page en fait. Mise en format Ouais. automatique. Ensuite, il y a une relecture. Ça, c'est quand même hyper important de ne pas se fier 100% à l'IA et bien relire les éléments et être OK avant de l'envoyer. Donc, il ne faut pas non plus brûler les étapes et se dire c'est bon, c'est fait, j'envoie. Ouais. Parce que du coup, c'est pareil quand on clique trop vite sur envoyer sur un mail, c'est plutôt prendre le temps de relire. On sait qu'on va gagner tant de temps, mais ensuite, il faut ralentir. En fait, c'est comme un exercice de se dire j'accélère puis je ralentis. Ouais. J'accélère, je ralentis. Mais je mets les pauses au bon moment, au bon Exactement. endroit. Ça me fait penser à typiquement une notion de productivité qui est le 10-90. Où justement on passe 10% du temps à lui donner les bonnes informations, ce qu'on attend réellement au niveau de qualité, etc. Lui il fait les 80%. Et on repasse 10% derrière à relire, à vérifier que ça fonctionne, etc. Mais en fait, on a gagné 80% de notre temps. Ouais. Et ça, c'est assez phénoménal, quoi. Ouais. Du coup, ça change vraiment nos manières de faire. Ouais. Parce que du coup, ça nous oblige à vraiment nous poser et nous concentrer sur communiquer les bonnes données, comme tu le disais. Et ça, finalement, des fois, on est un peu en mode automatique, c'est-à-dire on va s'asseoir et on va se mettre à dessiner ou à écrire, mais sans réfléchir de la même manière. Enfin, en fait, on ne réfléchit pas de la même manière, ouais, je pense. Ouais, je suis persuadé que ça modifie les comportements. Ok, top. OK. Merci Merci. pour ces démos précises. OK. Ok, donc là, je crois que tu nous as préparé aussi un deuxième type d'application qui est plutôt effectivement sur l'analyse documentaire, parce qu'il fait passer aussi partie de nos gros plans de charge. On a l'habitude de travailler avec beaucoup de documents, notamment les PLU, et donc il faut aller se retrouver là-dedans. Et je crois que tu nous as préparé une petite démo Oui. sur le sujet du PLU. Oui. Voyons. Là, j'utilise cet outil qui s'appelle Notebook LM. C'est un outil développé par Google.
et qui nous donne la possibilité, qui nous offre la possibilité de créer des blocs de notes. Regardez, je clique sur le bouton créer un bloc de notes et on atterrit sur une page qui va nous permettre de télécharger des sources ou des documents PDF, photos, TXT, etc. On peut connecter notre Google Drive avec le module Notre base de données. Slide, oui, tout à fait, ou Docs. On peut rajouter des liens vers des sites web ou des chaînes YouTube, ou bien tout simplement coller du texte, faire un copier-coller. Nouvelle fonctionnalité, c'est le bouton tout en haut. Découvrir les sources, ça va nous permettre de prompter une requête, de prompter une demande. Là, on pourrait le dire, voilà, je voudrais découvrir, je voudrais savoir plus autour sur tel ou tel sujet. Voilà. Allez, on continue. Pour l'exemple, j'ai pris le PLU du quartier Issar 3 Cocu à Toulouse. Voilà. Et c'est un PLU qui est composé d'une vingtaine de documents PDF. Ouais. Donc c'est assez large. Dans les fonctionnalités, on voit d'abord un résumé et 3 petits boutons pour ajouter des notes, créer un résumé audio ou créer une carte conceptuelle. Côté droite, d'autres boutons pour créer des guides d'études, documents de synthèse, des FAQ, des questions fréquentes, ou bien une chronologie. Et aussi, nouvelle fonctionnalité, la possibilité de créer un podcast. Waouh, ok. Hallucinant. Allez, on continue. Je vous montre. Là, on va cliquer sur le bouton de créer une carte conceptuelle. Regardons, il l'a déjà fait. Hein. Il a déjà fait la carte, on va cliquer sur ça pour voir le résultat. Regardez, on peut accéder à toutes les informations. Voilà, un coup de clic. Très bien ordonné, très organisé par concept. Ok. Voilà, on a cliqué sur cette fiche et il nous a créé un article avec les sources correspondantes. Les sources qui vont nous rédiger et guider vers le PDF qui mentionne, qui a cette information. Ouais. Ça, c'est hyper important pour pouvoir contrôler oui. et vérifier toujours l'information. cette responsabilité du contrôle derrière. C'est hyper important, contrôler l'intégralité des données, en fait. Ouais. Et bon, là, on continue en attendant. J'ai cliqué sur le résumé audio. Je vais coller un prompt. Simplement, je voulais dire créer un podcast en français avec les points les plus importants. Parce que des fois... Une synthèse, en fait. Ouais. Oui, quand on est à la voiture, vraiment, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais on a besoin de quelque chose, un support audio pour nous informer, pour nous documenter autour d'un sujet. Bon, et là, j'ai commencé la génération de la synthèse. Et, Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un projet de renouvellement urbain, celui du quartier Les Isards 3 Coco à Toulouse. On a épluché pas mal de documents, des études d'impact, des plans. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qui va changer dans ce quartier prioritaire. Oui, bonjour. C'est un projet vraiment important, très multifacette. On touche à tout. Le cadre de vie, bien sûr, mais aussi l'ambition de plus de mixité sociale. Et puis, un aspect essentiel aujourd'hui, la durabilité. C'est complexe. Oui, complexe, c'est le mot. Alors, commençons par un point très concret qui revient souvent, la mobilité. On entend beaucoup parler de mode doux. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? Les politiques vont avoir du boulot, des soucis à se faire aussi. Ça devient presque un plaisir à écouter. écouter. Oui, alors qu'on est en train de lire un PLU, en fait. C'est quand même hallucinant de voir la qualité
de la synthèse et puis de la forme, effectivement, puisqu'en plus, on n'a pas l'impression d'avoir une voix robotisée derrière, donc c'est assez hallucinant le progrès qu'il y a pu y avoir en quelques mois, parce que je me souviens encore des premiers clonages qu'on pouvait avoir sur lesquels on avait du son et tout ça qui sortait. Voilà, c'était un peu plus saccadé. Là, c'est assez bluffant. Et effectivement, de voir le potentiel une capacité d'analyse de documents ultra important. Donc je pense, là tu as cité le PLU, mais je pense par exemple aux phases de concours, dans lequel effectivement tu as toute une série de documents de programmation, d'analyse de sites, etc., qui sont hyper impactantes, dans lequel tu peux avoir comme ça un retour, une synthèse super précise et que tu peux écouter en voiture, en déplacement, machin. Ouais. Donc voilà, un gain de temps de nouveau, super riche. Du temps et puis du confort, parce que vu que c'est plus agréable, on prend plus plaisir en fait à cette étape-là, il me semble. Top, c'est vraiment impressionnant et on pense à d'autres applications, mais c'est assez impressionnant. Là, je pense que tu as prévu aussi de nous parler de quelque chose qui peut-être va nous toucher plus particulièrement, qui se rapproche de notre corps de métier, c'est sur la partie création. Du coup, c'est tous ces outils qu'il y a autour de la transformation d'un concept, on verra sous forme de croquis ou autre, en images. Et donc, voilà aussi pareil, des grosses évolutions à ce sujet-là. Oui. D'ailleurs, je voulais vous présenter 2 outils. La première, c'est Midjourney. C'est un outil, je vous montre ici dans la vidéo. C'est un outil qui va nous permettre de créer des images d'une manière très efficace et très rapidement. Ça ne sert pas à faire la conception, mais par contre, pour prendre des idées, pourquoi pas. Pour alimenter les réflexions, en fait. Oui. Et là, pour l'exemple, je l'ai collé un prompt sur le chat. Okay? Tout fonctionne plus ou moins de la même façon. Et j'ai commencé à paramétrer l'outil avec le style, la variation, l'aléatoriété et le type de rendu d'image, la qualité d'image que je souhaite. En plus, j'ai choisi la dernière version 7, et on va lancer la génération. Ok, on clique OK, et on obtient des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Ouais. Ok, on est d'accord. On est d'accord sur ça. Je vous laisse voir. Ok, je vous laisse regarder ça. On prendra le même prompt, mais avec un paramétrage distinct, un paramétrage différent. Plus affiné. Oui. Et on clique sur Créer. Voyons. Voilà, c'est un autre type de résultat. La qualité est différente. Les quantités de détails. C'est la luminosité aussi. La luminosité, l'ambiance globale et le niveau de définition n'est plus le même. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et voilà, ça c'est notre premier outil. Et là, notre deuxième outil, ça sert à renderiser des images. Parce que actuellement, si on le fait avec des outils qui viennent dans les logiciels, notamment le logiciel comme Archicad ou Revit, etc. Sur la base de nos maquettes 3D oui. Qui sont issues de logiciels métiers. Oui, et c'est des logiciels pour lesquels, si on souhaite créer des rendus avec ça, on a besoin de cartes graphiques très puissantes pour obtenir de bons résultats. Ouais. On a besoin d'explorer la bibliothèque de matériaux pour choisir et tomber sur le bon matériau et mettre tout en place et faire coller le projet. Oui, et puis parfois il faut passer d'un logiciel à l'autre ou avoir des plugins en fait sur notre logiciel, ce qui fait que la manipulation n'est pas toujours simple non plus. Exactement, ouais. Et puis des vraies connaissances aussi en render. Quoi. Enfin, voilà, c'est aussi un métier, travail. Aussi un travail, Oui. Une sensibilité, etc. par rapport à ça. Donc, oui, pas évident à gérer. Ouais. Oui. Là, j'ai testé une vingtaine d'outils, parce qu'il y a des outils partout. Ouais. J'ai testé une vingtaine d'outils. Ce que j'ai trouvé, l'outil peut-être la plus intéressante, c'est cet outil qui s'appelle Render. Render a été conçu en Espagne, à Barcelone, par des architectes.
Voilà, je vous explique, je vous montre comment ça marche. On clique sur commencer. Par contre, il faut remarquer que c'est un outil qui est payant, toujours payant. On n'a pas de plan gratuit, non plus avec Midjourney. Il faut payer. Regardons, on a le bouton, l'onglet Text to render, et Elevation to render, Sketch to render, 3D Base to render, Image to render et Render Variation. Du coup, ça veut dire qu'on peut faire une image à partir soit d'une 2D, Oui. soit d'un croquis à la main, soit d'une maquette blanche. Oui. Soit même d'une description de texte. Oui, soit même depuis une description, ouais. Ok. Là, j'ai choisi le 3D Base pour faire un render à partir d'un 3D. J'ai collé l'image et j'ai collé le prompt. Le prompt, c'est la description de l'image. Tout en bas, on a la référence. Ok. Et pour la référence, j'ai trouvé un mood board sur Pinterest que j'ai collé, j'ai ajouté au modèle en tant que référence. Ok. Où j'ai des matériaux. Ok. Voilà. Donc pour que ça soit, il s'inspire de l'aspect graphique et Oui. matériaux de l'image qui te parle. Ok. Oui. Voilà, on a lancé et jusqu'à attendre quelques secondes pour obtenir un résultat. Mais du coup, on pourrait choisir, nous, faire une présélection d'échantillons et du coup, avec nos échantillons ou nos textures sélectionnées, les mettre... Oui, il faudra créer un mood board avec ça. Ok. Pour l'ajouter en tant que référence. Regardons. Voilà. Ça, c'est l'image renderisée. Impressionnant. Oui, de notre 3D. On l'a obtenu, ça nous a pris combien 30-40 secondes. Et le prompt, tu le rédiges toi directement ou tu passes par un assistant ou comment tu rédiges ton prompt? Le prompt, il y a deux façons de faire. Soit on le fait nous, à la mano, mais comme vous pouvez imaginer, je ne le fais pas comme ça. J'ai conçu un assistant qui fait le prompt à ma place. Ok. Donc je lui parle en langage naturel et cet assistant transforme mes idées dans un langage qui sera plus facile à digérer, à comprendre par la machine. Ok. Et ce prompt-là, c'est une description de l'image que tu lui donnes, en fait. Oui, Ok. c'est une description. Ok. Donc, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément cette capacité à identifier depuis une maquette ce qui est du mur, pas du mur, ce qui est, voilà, si c'est un fond d'eau, s'il y a des éléments particuliers à intégrer, quoi. Oui, ça a changé. Ça a changé. Ces derniers temps, les modèles ils se sont améliorés vachement. Et oui, de toute façon, ils sont alimentés, donc au fur et à mesure, ils grandissent, ils commencent à lire des plans aussi, quoi. Ils sont alimentés, ils deviennent plus puissants. Là, d'ailleurs, ChatGPT, c'est General Pre-Trained Transformer. Bon, le côté pre-trained, c'est le côté intéressant là, de l'IA. On a besoin d'entraîner l'IA avec notre base de données, notre dataset pour obtenir de bons résultats. Et là, on alimente en permanence les serveurs, on alimente en permanence l'IA, donc on obtient forcément des résultats plus performants. Et est-ce que du coup on pourrait créer un style par exemple propre à l'agence, une écriture propre à l'agence d'images? C'est-à-dire retrouver toujours le même style sur les images qu'on génère. Puisqu'il y a une question par rapport à l'image, il y a quand même la question de est-ce qu'on cherche un rendu réaliste vraiment et pourquoi, et à qui on va le communiquer. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler des images de manière un peu conceptuelle pour exprimer autre chose? Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait avoir comme un repère graphique en fait récurrent sur toutes les images? Une charte graphique. Une charte graphique, oui. Oui. Okay. Avec des filtres, avec un style. Exactement. Oui, oui, c'est possible. D'accord. Impressionnant. Et puis voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des petits focus parce que les possibilités elles sont infinies. Donc c'était d'avoir vraiment des points de repère assez précis et concrets puisqu'on aime bien être dans la matière, dans le concret. Donc c'est parfait, c'est top. Merci beaucoup. Et effectivement, tous ces sujets-là soulèvent
plein de questions et dont on n'a pas toutes les réponses et c'est normal et c'est tant mieux parce que les choses sont en cours et s'évoluent, c'est maintenant dont on parle de ça. Des questions souvent qui arrivent, c'est à la fois effectivement ces sujets d'éthique. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure sur cette notion de transfert des données, cette notion de confidentialité qui pose un vrai sujet, alors je pense qui est aussi générationnel et je pense que ce problème-là ne sera pas forcément le même dans 5 ou 10 ans, 15 ans avec les nouvelles générations qui sont nées avec cette habitude de transfert de données, etc. Mais en tout cas aujourd'hui ça l'est. Donc c'est quoi un peu aujourd'hui les choses qui sont mises en place, les conseils qu'il faudrait avoir pour être malgré tout vigilant, pour être vigilant par rapport à ça malgré tout et quelles sont les contraintes? Bon, notamment le concept de confidentialité, on n'a pas trouvé la solution parce que pour faire tourner ce type de modèle, on a besoin d'une grande puissance et on ne l'a pas chez nous. Même avec une dizaine de cartes graphiques, on n'arriverait jamais à avoir ce niveau de performance. Et, donc il y a une délocalisation en fait, de la source qui est de fait. Oui, c'est obligatoire aujourd'hui. Mais petit à petit, les avancées technologiques ils vont nous permettre de créer des modèles de plus en plus petits, de plus en plus stables et qu'on pourra déployer au sein de nos entreprises, au sein de notre... Ça me fait penser effectivement à l'histoire aussi de l'informatique tout court où on passe d'ordinateurs qui tous les 6 mois en fait étaient quasiment doublés en puissance. Aujourd'hui voilà, c'est un peu plus stable, mais je suppose qu'effectivement on va retrouver cette évolution demain à travers ces outils-là et peut-être avoir des structures plus légères et effectivement plus localisées, quoi. Et il existe des solutions pour travailler en local, du coup, tu en penses quoi? Il existe des solutions pour travailler en local et ce que je pense, il faut avoir absolument un très très bon ordinateur pour le faire tourner d'une manière efficace. D'accord. Ou bien faire tourner des modèles qui sont plus petits et moins performants. Parce que du coup, il reçoit moins de données? Et non, parce qu'ils ont besoin de faire des calculs mathématiques hyper complexes. Et aujourd'hui, il y a les modèles LLM, ils tournent grâce aux cartes graphiques. C'est la même performance du coup entre un modèle sur lequel on travaille en local qu'un ChatGPT par exemple? Ou non, ce n'est pas la même performance. D'accord. ChatGPT, OpenAI dispose des serveurs avec des milliers de meilleures cartes graphiques en ligne, en chaîne. Et là, pas nous, chez nous, ça diminue énormément la performance. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, dès lors que tu choisis de rester sur un cercle local, ça veut dire que du coup, tu t'extrais aussi de la capacité d'aller chercher la puissance extérieure. C'est-à-dire que tu ne peux pas différencier les flux. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, cette donnée-là, je ne la partage pas, mais je vais chercher quand même l'énergie du réseau complet pour pouvoir la calculer. Aujourd'hui, ça ne marche pas. En fait, tu es obligé de... Ouais. C'est l'un ou l'autre, quoi. Donc, voilà, vaste sujet. Et là, chacun, en fait... doit prendre position effectivement sur ce qu'il se considère comme élément à partager ou pas. Oui, sachant que ça a quand même un caractère irréversible, c'est-à-dire que quand l'information est transmise, elle est transmise, on ne peut pas revenir en arrière. Tu peux pas l'effacer. Et donc du coup, le CTRL-Z qu'on a l'habitude de faire quand on a fait une erreur ou Pomme Z, là il est mort. Là, tu peux pas dire hop, reviens. Ouais. C'est bon. On parle de propriété intellectuelle aussi. Oui. Oui. C'est lié. Propriété intellectuelle, tous les conceptions. Voilà, les résultats générés par IA sont considérés des calculs mathématiques, des formules mathématiques. Et les formules mathématiques ne sont pas véritables. Ouais, ok. Donc effectivement, nous, on s'attache à un résultat parce que c'est ce qu'on voit en final. Mais le process qui est issu effectivement de calculs purement informatiques et mathématiques fait que du coup, tu ne peux pas le bloquer, quoi. Tu peux pas le breveter. Du coup, ça pose vraiment la question du rôle de l'architecte. Enfin, quelle est sa posture ? Puisque finalement, à quel moment on considère que c'est son œuvre? Enfin, si on reste, l'idée c'est quand même de pouvoir rester maître de son projet et du coup de la gestion de l'ensemble. Mais si pour la conception on a été assisté par un ordinateur, en fait, où est la limite? Où est le...
Ouais, c'est super intéressant. On peut aussi faire le pendant avec une méthode plus classique, on va dire, qui est aujourd'hui dans tout acte créatif, on est forcément alimenté par notre entourage, notre culture et nos recherches. Donc, si effectivement on se pose un cas de figure, on va aller chercher une 50aine de revues d'archi qui nous alimentent et qui va nous permettre de réfléchir à un projet, bon, mais là, tu remplaces tes 50 bouquins par une proposition effectivement extérieure. Donc là, encore une fois, c'est la responsabilité en fait que ça fait glisser à l'architecte dans cette capacité de prise de recul, de retour critique. Je crois que c'est aussi un sujet qui te tenait à cœur aussi, Pablo, par rapport à ça. C'est l'intelligence artificielle va vraiment révéler un enjeu de taille sociétale et par métier aussi sur cette capacité à être critique et à mesurer effectivement ce qui est intéressant, pas intéressant, ce qui peut fonctionner, pas fonctionner. Il faut faire un bon filtre là. Ouais. Il faut filtrer l'information, choisir les bonnes informations et n'oublier jamais les aspects éthiques et aussi la confidentialité, comme on vient de mentionner. Après, juste pour rebondir sur l'esprit critique, c'est vrai qu'on l'a parce qu'on a acquis des compétences en fait, et du coup on a vraiment des connaissances très spécifiques, notamment en architecture. Ça questionne aussi sur le futur apprentissage. Moi qui du coup enseigne à l'école d'architecture de Toulouse, je m'interroge aussi sur à quel moment les jeunes architectes qui n'ont peut-être pas l'expérience que nous avons sur le terrain peuvent prendre en main l'IA. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de finalement continuer à travailler de manière classique ou traditionnelle sans l'outil pour vraiment développer cet esprit critique, ou y a-t-il une autre manière peut-être de développer son esprit critique Ouais, c'est un sujet, c'est une question hyper intéressante et pareil, moi si je fais le pendant, je suis sur une génération un peu plus âgée que toi et je suis arrivé aussi sur le moment du marché à la transition à l'année près entre l'arrivée avec l'arrivée de l'ordinateur, quoi, parce que l'arrivée de l'ordinateur, moi, est arrivée, j'étais sur les écoles, les années d'études, et donc j'ai commencé une certaine activité encore au rotring, tu vois, et puis très vite c'est passé à l'ordinateur. Donc il y avait déjà cette idée, mais est-ce que le fait de ne pas passer par le travail à la main, qui a un certain processus avec des vertus, etc., se disait, mais du coup, le passage à l'ordinateur va aussi imposer une modification complète, notamment cette idée déjà qui traînait la tête de répétitivité, de choses... Voilà. Alors, ça, il y a eu forcément des impacts. On voit que les architectures ont été aussi différenciées par rapport à ça, sans aller à l'extrême comme du Guéry ou autre, mais en tout cas, il y a des choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc là, ça va ouvrir un nouveau champ, effectivement. Et cette question de prise de recul nécessaire et de capacité à remettre en question les choses, pour moi, effectivement, ça va être un vrai sujet demain. Et peut-être qu'effectivement, ça va modifier l'enseignement qui va être porté avec un volet effectivement d'analyse, de retour critique qui sera encore plus important. Ouais. Mais plein de sujets. Ok, on arrive à la fin. Ouais, on aurait de quoi passer des heures là-dessus. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un petit focus pour ouvrir le champ et identifier des acteurs compétents pour pouvoir vous accompagner sur toutes ces questions-là au sein de vos agences. J'espère que ça vous aura plu, que ce sera utile. Il y aura sûrement des petits outils et tout ça que vous pourrez télécharger avec tout ça. Et peut-être qu'on fera d'autres vidéos de ce type-là avec vous plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Pablo. Merci Anaïs, merci Philippe.